Donc voilà, très bien. Donc, mesdames, messieurs, merci d'être là, d'avoir pris sur votre week-end, notamment ce dimanche ensoleillé. Donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la dimension juive de l'histoire urbaine du Maghreb, donc essentiellement les 3 pays d'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc. Et donc, nous allons aborder cela à travers le cas de l'Algérie, dont va nous parler Madame Lucette Valency. Je crois qu'il est inutile de la présenter. Elle est historienne à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Et les chercheurs, enfin nous autres chercheurs, nous lui devons beaucoup à travers ses écrits, à travers ses enseignements, ses séminaires. À ma droite, j'allais dire à mon extrême droite, Mina Al-Maghari, qui est historienne également, elle s'occupe plus spécialement du patrimoine. Elle a eu des responsabilités dans une institution qui s'occupe du patrimoine en liaison avec l'UNESCO à Rabat. Et donc, elle va nous parler de la ville d'Essaouira, Mogador. Mon ami Abdelkrim Al-Laghi est de l'université de Tunis et lui va nous parler des Juifs de Tunis. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Lucette Valency. Ok, je vais d'abord poser une question à l'auditoire, parce qu'on va peut-être gagner du temps. Vous savez tous ce que c'est le statut de dhimmi? Répondez oui. Donc je passe à la question suivante. Non, il y a quelqu'un qui a dit non. Alors, bon. Oui, donc je respecte, même si c'était une seule main, je respecterai. Les Juifs, en islam, comme les autres minorités religieuses, monothéistes en principe, mais pas seulement, bénéficient du statut de dhimmi, qui veut dire de protégé. Protégé par le détenteur de l'autorité politique, mais du même coup par la société. Parce que si on obéit au monarque, ou au gouverneur, à celui qui détient l'autorité locale, on doit ne pas maltraiter les monothéistes. À ce prix, les Juifs, en l'occurrence, il n'y a que des Juifs à partir du XIe siècle au Maghreb, donc ne parlons que des Juifs. Les Juifs peuvent pratiquer leur religion, avoir leur synagogue, avoir leur juge, avoir leur propre fiscalité, prélever des impôts, par exemple, pour aider les orphelins ou les jeunes filles à marier qui seraient pauvres. Ils ont une autre fiscalité pour entretenir au Moyen-Âge les chefs des communautés juives de l'ensemble du monde musulman et penser que les Juifs sont là dans un ensemble entièrement arabophone et que pour la seule étape de leur histoire, ils parlent la langue de la majorité. Ils parlent la même langue, les mêmes langues, l'arabe dans ses différentes variétés. Donc ils sont déjà linguistiquement, ils baignent dans la culture majoritaire. Donc ils peuvent, je disais, ils peuvent financer les gaons, ou gaonim si on emploie le pluriel, de la ville sainte et de Bagdad. Ils peuvent consulter ces érudits pour des questions qui les concernent, je ne sais pas, à Taher ou à Kérouan ou que sais-je. Il y a donc une autonomie très forte. Et ils ne sont pas forcément, en tout cas au Moyen-Âge, regroupés dans des quartiers spéciaux, des hara ou des mellah. Ça se fait progressivement et pas partout. Mais disons qu'ils peuvent aussi se regrouper et donc avoir tous les services à portée de main, l'école où on éduque les garçons, la boucherie cachère ou les boucheries cachères, ils ont leur propre cimetière, etc. Je crois que cette autonomie administrative et religieuse, mais je dis même administrative et fiscale, a été très très importante dans l'attachement que les Juifs d'Afrique du Nord ont eu pour leur communauté et leur pays. Les restrictions, enfin ceux qui savent ce qu'est la dhimitude savent déjà de quoi il s'agit. Ils ne sont pas censés porter des armes, donc ils deviennent comme des esclaves ou des femmes. Ils sont dévirilisés dans une société fortement tribale.
c'est pas très, très bon de n'être pas autorisé à porter des armes, de devoir toujours demander la protection d'un musulman. Ils doivent se déchausser et marquer de la déférence quand ils passent devant des mosquées. Ils doivent payer un impôt de capitation et, en principe, le faire en baissant la tête et en marquant de l'humilité. Je dis en principe parce qu'en fait, dans le cas de l'Algérie, dans le cas de la Tunisie, la jizya est perçue par les juifs eux-mêmes. Et c'est le chef de la communauté juive, le chef non religieux de la communauté juive, qui distribue l'impôt entre les riches, les moyens et les pauvres, et qui donne la somme recueillie aux représentants de l'autorité politique. Il n'y a même pas de recensement. Donc si les juifs se multiplient, ils payent le même impôt. S'il y a une peste qui les décime, ils payent le même impôt. Mais l'autorité politique n'intervient pas. Elle veut simplement que les revenus soient réguliers. Il y a d'autres formes de discrimination. En matière de droit, par exemple, le témoignage d'un juif n'a pas la même valeur que le témoignage d'un musulman. Et je pourrais multiplier les choses, mais ça, c'est le statut donc juridique. La réalité, si je parle de l'Algérie, c'est que, par exemple, même s'ils sont obligés de porter des vêtements distinctifs, il y a une question qui est posée à un alim, une question de jurisprudence. Il y a des juifs qui montent des montures nobles et qui se déplacent dans la campagne avec les musulmans et portent les mêmes vêtements que les musulmans. Est-ce que c'est licite? Et la réponse est, il vaut mieux qu'ils passent inaperçus, sinon ils vont être maltraités. Ce qui indique à la fois le risque d'être maltraités parce qu'ils sont juifs, mais aussi le fait qu'on tolère parfaitement qu'ils portent le même turban ou le même vêtement et qu'ils aient la même monture que les musulmans. Vous voyez que la réalité est toujours, elle est pragmatique, elle est négociable. Ou bien, question, un juriste toujours, est toujours en Algérie, au Maghreb central, qui n'est pas encore l'Algérie jusqu'à la période turque. Dans les villages, il y a des juifs qui ne portent aucun signe distinctif. Réponse du juriste, ça n'a pas d'importance, tout le monde sait qu'ils sont juifs. Voilà. Donc, est-ce que ça va? La question, c'est toujours, was it good for the Jews? Comme disent les Américains. Est-ce que c'était bien ou pas bien pour les juifs? Alors, il y a des périodes qui sont des périodes dans le Maghreb central, puisqu'on me demande d'en parler, il y a des périodes qui sont difficiles pour tout le monde. La violence est la règle au Maghreb central. Le pays est déchiré entre les Hafsides d'un côté, les Mérinides de l'autre, qui essayent de gagner le plus de territoire possible. Il y a seulement 3 dynasties pendant les nombreux siècles du Moyen-Âge qui sont des dynasties locales. Et le reste, c'est toujours des conflits entre l'Est et l'Ouest, sans compter les dissidences locales, les mises en cause de succession à l'intérieur des dynasties locales, etc., etc. Donc, il y a de la violence. Il y a beaucoup de violence. Et en tant que sédentaires, ils sont plus soumis à la violence que les nomades, qui, eux, peuvent toujours s'échapper, regrouper leurs forces et revenir avec leur monture. Les sédentaires sont toujours plus menacés. Et puis, en tant que juifs, ils n'ont pas le droit de porter d'armes. Et par conséquent, si on ne les protège pas, ils sont encore plus saccagés, maltraités que les autres. À ces violences constantes dans l'histoire du Maghreb central s'ajoutent les périodes difficiles. Et il y en a 2 au Moyen-Âge. Il y en a 2. Il y a la période almohade. Et là, je devrais laisser la parole aux spécialistes du Maroc, puisque ça commence chez eux. Mais un empire almohade qui part du Maroc et qui couvre une grande partie de l'Algérie. Conversion forcée, on brûle les livres de musulmans considérés comme hérétiques, on persécute les musulmans qui ne... C'est un peu, si vous voulez, les djihadis d'aujourd'hui, pour faire bref. Donc ils construisent un empire, mais en imposant la violence, par la violence et en imposant les conversions forcées aux minoritaires. Les chrétiens, justement, ne survivront pas à ces violences. Et les juifs, on sait qu'ils ont été persécutés dans plusieurs villes du Maghreb central, parce qu'il y a des élégies ultérieures qui parlent spécifiquement de Tlemcen, d'Alger, etc. Donc il y a plusieurs villes dans lesquelles ils ont souffert, ils ont dû se convertir ou s'enfuir. Et par la suite, on les a autorisés à revenir à leur religion s'ils le souhaitaient.
sans qu'ils soient accusés d'apostasie. Bien, la deuxième période difficile, c'est avec un fanatique comme on en a aujourd'hui, qui est originaire de Tlemcen, et nous sommes à la fin du XVe siècle, c'est Al-Merili. C'est un lettré qui écrit un pamphlet extrêmement violent disant qu'il faut tuer les Juifs, parce qu'ils ne respectent plus la Dima. Il est donc licite de les... Et le prétexte, c'était la construction de synagogues dans le Touat. Et là, les juristes du Maroc et du Maghreb central se prononcent. Et il y en a qui disent, puisqu'ils étaient déjà là, qu'ils avaient déjà leur lieu de culte, s'ils se déplacent, ils ont le droit, et s'ils se déplacent par la force, ils ont le droit d'avoir leur lieu de culte. Donc laissez-les tranquilles. Ou bien, ne commençons pas des troubles parce que c'est mauvais pour la société. Donc laissez-les tranquilles. Et puis d'autres juristes qui épousent la thèse d'Al-Merili, il faut les détruire, il faut détruire leur synagogue, il faut les obliger à se convertir, etc. Et les appels d'Al-Merili sont écoutés et les Juifs du Touat sont massacrés. Ça se passe en 1491, si je ne me trompe pas. Donc il y a deux périodes de violence, deux grandes périodes de violence. Et la première a duré plusieurs années, a été très étendue, la seconde était localisée et n'a pas duré. Mais sur tous ces siècles du Moyen-Âge, on peut dire que les Juifs ont partagé la violence ambiante, mais n'ont pas été soumis à des contraintes, à une violence constante. C'est tellement vrai que lorsqu'ils sont persécutés, d'abord dans les Baléares, puis en Espagne, c'est vers le Maghreb qu'ils se dirigent. Ils vont aussi dans l'Empire ottoman, ils vont aussi en Hollande. Mais c'est quand même beaucoup au Maroc et au Maghreb central qui vont s'installer et qui vont renouveler d'ailleurs le judaïsme maghrébin. Avait-il le choix? Dans tous les pays chrétiens, à ce moment-là, les Juifs étaient expulsés de France, d'Italie, des différentes villes d'Italie, des différentes principautés italiennes. Ils étaient expulsés, sans compter la grande expulsion d'Espagne en 1492. Donc, il n'y a pas le choix. Ils n'ont jamais été soumis, ni à part ces deux épisodes, ils n'ont pas été soumis au massacre, comme ça s'est produit en Espagne et dans les Canaries, à la conversion forcée, à l'expropriation, comme ça s'est fait en chrétienté. Donc, si je compare, c'était mieux, c'était pas bien, mais c'était mieux dans les pays du Maghreb. Avec la régence d'Alger, j'ai encore le temps de parler. Oh, bon. Régence d'Alger, ils n'ont pas subi de saccage, ils n'ont pas eu de villes détruites, ils n'ont pas eu à se déplacer comme ça se passait au Moyen-Âge, mais tous les témoignages indigènes, dans les livres de biographie par exemple, ou les collections de proverbes arabes et berbères, comme les témoignages des Européens, montrent qu'ils sont soumis constamment à des humiliations du type recevoir des coups des enfants, recevoir des pierres des enfants, des colibés. Lorsqu'il y a une invasion de sauterelles, c'est eux qui doivent faire du bruit et jeter des pierres pour chasser les sauterelles. Lorsqu'il y a des condamnés à mort, c'est eux qui doivent ramasser les corps et aller les porter au cimetière. Les poubelles, des choses comme ça. Donc vraiment l'humiliation constante. Mais à côté de ça, ils baignent dans la société globale, ils pratiquent tous les métiers possibles, et certains même de manière exclusive. Et puis, il y a toujours, et ça c'est vrai en Tunisie et au Maroc aussi, il y a toujours une couche de juifs de cour et de juifs de port. C'est-à-dire des gens qui sont dans le commerce international et sont riches, et du coup occupent des positions importantes dans la société en général et dans la communauté en particulier, et les juifs de cour, des gens qui rendent des services au souverain, au Dey d'Alger en l'occurrence, ou au gouverneur, au Bey de Constantine, qui rendent des services comme financiers, comme monnayeurs, comme marchands notamment, et qui du coup occupent des positions importantes jusqu'au moment où il y a des révoltes. À ce moment-là, ils sont la première cible. On se débarrasse du ministre juif. Je ne parlerai pas de la période coloniale. Dans la discussion, on reviendra. D'accord.
un grand chapitre sera repris ultérieurement. Alors, je profite de l'absence de l'intervenant qui devait suivre pour préciser un certain nombre de choses dont je n'ai pas parlé dans ma présentation, dans ma hâte d'aller vite, enfin, disons, de gagner du temps. Je souhaitais dire 2 mots. Ces communautés de Tunisie, d'Algérie et du Maroc, disons les unes par rapport aux autres, donc elles ont un certain nombre de traits communs. Et puis, il y a des différences. Alors, parmi ce qu'il y a de commun, c'est l'ancienneté de l'enracinement. Ce sont des communautés très anciennes. Dans le cas du Maroc, par exemple, c'est pratiquement 2000 ans. Il y a la diversité des fondements de leur cohabitation avec les autres populations. Il y a également leur rôle dans l'histoire et la culture des 3 pays. Il y a, après l'avènement de l'islam, le statut dont vient de parler Lucette, en insistant, encore une fois, sur le déphasage qu'il y a entre les dispositions scripturaires et la réalité quotidienne. Et différence également entre les phases historiques, qui n'étaient pas, c'était pas tout à fait toujours la même chose. Il y a le poids, comment dirais-je, je passe très vite, j'en arrive aux mutations de la période contemporaine. Alors, des différences du fait de l'Algérie, c'est à partir de 1830 que commence la colonisation. La Tunisie, 1881. Dans le cas du Maroc, c'est 1912. Et à ce niveau-là, il faut peut-être signaler aussi la différence au niveau démographique. La communauté marocaine, enfin les communautés marocaines, représentaient quelque chose comme 250 000 âmes. Et à elles seules, ces communautés, c'était la première communauté juive du monde arabe. Elle comptait beaucoup plus de juifs que dans l'Algérie et la Tunisie réunies. Plus, bien sûr, il y a une différence également pour ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans le cas de l'Algérie, l'abrogation du décret Crémieux. Dans le cas de la Tunisie, la présence allemande sur le territoire de la Régence. Dans le cas du Maroc, c'était un peu différent. La parole est à mon ami Abdelkarim Allek. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais commencer. OK. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu l'honneur d'être présent avec vous. Et je ne vais pas parler de la communauté juive d'une manière générale. Je vais parler d'un aspect particulier de cette communauté, d'un espace qui s'appelle la Hara. Un quartier spécifique à Tunis que je viens de visiter et revisiter il y a 2 jours. Et je termine par la fin. En revisitant ce quartier-là, c'est un quartier qui a été reconstruit, revu, avec le soutien de l'Association de la sauvegarde des Médianes de Tunis, avec un type d'architecture qui est symbiose en homogénéité avec le tissu urbain de la Médina. Et dans ce quartier-là, qui est densément peuplé actuellement, où il y a beaucoup de monde, on constate aussi que c'est une place où la grande friperie de Tunis existe. Et donc j'ai fait cette visite-là, j'ai passé à peu près 3 heures, en demandant aux commerçants qui étaient là, la plus grande partie des gens qui font du commerce dans cet espace-là ne savent pas l'origine de cela. Il s'appelle la Hafsiya, ne connaissent pas que c'était auparavant un quartier spécifiquement juif, qui s'appelle la Hara. Et donc j'ai dit, tiens, je veux venir faire un voyage dans le temps historique pour voir les origines de cet espace-là. Bien, vient de dire Lucette, après la période sombre, noire, de la période almohade, qui ont connu les persécutions des Juifs, pas seulement des Juifs, mais aussi des musulmans, la période hafside est une période qui était calme, qui était très favorable aux Juifs, et les Juifs ont pu s'installer, effectivement, dans un lieu qui s'appelle la Hara. Et là, il y a toute une légende, une mythologie qui se mêle avec l'histoire. Ce qu'un saint, un des plus grands saints de Tunis, qui s'appelle Sidi Mahrez, qui a donné la bénédiction, qui a reçu l'aval d'Abd el-Moumen pour que les Juifs s'installent à côté de sa mosquée. Que maintenant,
c'est vrai ou ce n'est pas vrai que ce qu'a dit David Cazès, que d'autres historiens ont contesté, peu importe cela, il reste que dans la mémoire collective des gens à Tunis, hein, Sidi Mehrez a été un saint qui a été favorable aux Juifs. Au-delà de cela, pour dire que, ce que vient de dire maintenant Lucette, indépendamment des tensions, des frictions qu'il y a eu entre la communauté juive et la majorité musulmane, elles n'ont jamais atteint le degré de tension qu'il y a eu en Europe, ni en Espagne. Et donc, ce qu'il y a en ensemble, c'est beaucoup plus une dominante d'un vivre ensemble, avec ses heurts, avec ses tensions, mais d'un vivre ensemble qui a pu perdurer pendant des milliers d'années, hein, et qui explique pourquoi cette communauté juive touensa, qui était là depuis 2000 ans, hein, ont pu perdurer pendant au moins 2000 ans. Hein. Ils partiront au XXe siècle dans d'autres circonstances, avec d'autres éléments, hein, y compris avec la donne coloniale qui a changé toute cette donnée du problème. Et donc, ils étaient cantonnés dans cet espace-là. Est-ce que c'est une ségrégation spatiale? Est-ce qu'on les a obligés ou c'est un choix propre, spécifique de la communauté? À vrai dire, les deux à la fois. La Tunis, comme espace, elle-même est divisée. Il y a Houmet Djerba, c'est-à-dire un quartier des originaires de Djerba, ceux de l'Andalus, hein, et ceux du quartier France, c'est-à-dire des Européens de confession chrétienne, ils ont leur espace. Donc, il y a de tout cela, etc. Alors, c'est dans cet espace densément peuplé, ils n'avaient pas, durant la période de Hamoud Abecha, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle, début du XXe siècle, le droit d'avoir des biens-fonds. Ils n'avaient pas la possibilité d'avoir, effectivement, la propriété juridique. Et donc, devant l'entassement et la densité de la population très importante, face à cela, ils ont trouvé une solution qui était légale, tout à fait, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de sous-louer ces biens-fonds, que ce soit des maisons ou que ce soit du commerce. Ça veut dire que des musulmans qui avaient ces propriétés louées à des juifs, lesquels ces juifs-là les sous-louaient légalement à d'autres juifs, et ça devient une rente immobilière très importante qui a rapporté beaucoup d'argent. Et cela s'arrêterait avec le pacte fondamental de 1857, où on donnait effectivement d'une manière juridique la propriété, le droit aux juifs d'accéder à la propriété. Et à ce moment-là, effectivement, il y a eu beaucoup de moins d'entrées immobilières. Durant la période coloniale, ce quartier-là, effectivement, va connaître une déstructuration. Il va connaître une situation de plus en plus catastrophique au niveau de son habitat. Hein. C'est un quartier pauvre, un quartier où a été délabré, et face aux maladies et face à des fléaux sociaux, l'administration coloniale elle-même prend conscience qu'il fallait trouver une solution. Eh bien, durant 30 ans à peu près, j'ai compté, depuis 1918 jusqu'à 1945, il y a eu plusieurs projets de rénovation, hein, de cet espace-là. Et ça n'a pas abouti. Ça aboutit à des situations très maigres. 3 bâtiments de 4 étages seulement. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Parce qu'il y a plusieurs intervenants, que ce soit le conseil municipal de Tunis, avec sa commission médicale et sanitaire, qui a un projet de détruire complètement la Hara et de reconstruire un nouveau quartier, complètement. Il y a le secrétaire général du gouvernement qui riposte à cela pour dire, et le ministère des Finances pour dire que la municipalité n'a pas le droit de créer une société immobilière de gérer elle-même, que le conseil de la communauté israélienne de Tunis, hein, qui voit qu'il y a un certain nombre de problèmes qui n'étaient pas favorables, qu'il a une autre approche, qu'il y a aussi des obstacles religieux. Cet espace-là, c'est un espace où il y a une grande synagogue, avant d'être détruite en 1963, etc. Il y a une synagogue privée, il y a une école de l'Alliance israélite, il y a l'Ortora, il y a un dispensaire, il y a beaucoup d'institutions, etc. Mais en plus de cela, il y a des monuments, des musulmans qui existaient, cela. Et donc, c'est un obstacle religieux qui a fait débat
et qui a été un des obstacles à cette rénovation. Résultat du compte, c'est-à-dire qu'à la fin des années 50, nous avons seulement un projet où il y a 3 bâtiments avec 4 étages qui existaient actuellement de nos jours. C'est après, dans les années 72, en 72 et en 75 et dans les années 80, qu'on a continué complètement la rénovation et l'aménagement de ces territoires. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup plus dans cet aspect historique, c'est que cet espace-là a interpellé beaucoup de monde, juifs et non-juifs. Lorsque je regarde un peu la peinture, je trouve qu'un Béchir Tourkien, un des grands peintres de Tunis, un Moses Lévy, un des grands peintres aussi juifs qui habitait à Tunis jusqu'en 1959, en faisant Tunis, Paris et Rome à peu près chaque année, et d'autres poètes, d'autres peintres, artistes, ont peint, malheureusement on n'a pas pu techniquement les voir, ont peint tous ces aspects de la Hara. Mais plus que ces peintres-là, j'ai remarqué aussi que à peu près l'ensemble des journaux, que ce soit l'univers israélite, le journal israélite, beaucoup de journaux tunisiens, en parlent sur cet aspect du misérabilisme et de pauvreté et de dénuement total de cet espace-là. Le quatrième élément que je voudrais savoir, c'est que la littérature aussi a exprimé un peu ce malaise-là. Je vais prendre 2 cas que moi j'ai trouvé qui expriment exactement le malaise qui existait dans cet espace-là, la Hara. Le premier, ce sont les instituteurs de l'Alliance israélite universelle. Eux qui sont à la lisière de ce quartier, à la Maltazrira, à 2 rues, etc., ont des élèves quotidiennement de cet espace-là. Et donc, ils sont des instituteurs qui sont habités par des valeurs nobles. Ils ont écrit exactement ce que leurs élèves venaient, dans quelles conditions ils venaient. Et bien, ils ont écrit beaucoup de choses sur cette hara-là. Je peux prendre plein de monde, mais essentiellement quelqu'un qui est un grand instituteur, qui est devenu après directeur, après un inspecteur des écoles de l'Alliance israélite, jusqu'à sa retraite en 1954, il s'appelle Rivel. Rivel, c'est le pseudonyme de Raphaël Lévy, qui a écrit plein de livres sur la Hara, sur le bestiaire du ghetto, sur les Lumières, etc. Et dans sa manière de conter la Hara, c'est une manière très poétique, à sa manière, hein, pour dire exactement, voilà le dénouement total de cet espace-là, de cette pauvreté, de ces rues tortueuses, de cette boue, de cette chaleur, des maladies qui existaient dans cela, et exprimé d'une manière très pathétique et très sensible. Mais au même moment, il dit que ça cohabite avec cette misère, hein, et avec cette tristesse-là, une lumière. Cette lumière, ça se manifeste lors des fêtes et le Shabbat, c'est-à-dire le vendredi, la veille du samedi. Et moi, je vais terminer par quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime, sur lequel j'ai lu beaucoup de livres, et c'est Albert Memmi. Eh bien, Albert Memmi, dans tous ces livres-là, il est né à la rue Tarfoun, dans la Hara. Et dans ses livres multiples, mais essentiellement la Studio de Sel, et il décrit cette Hara. Il décrit cette Hara pour dire, à travers un personnage important, Alexandre Beninouche, pour dire que cette Hara m'étouffe, elle est étouffante, elle est bruyante, elle me tue, elle ne me laisse pas m'exprimer, et moi je voudrais l'espace, etc. Et il ne fait que la brocarder, l'agresser, la massacrer, pour dire que cet espace-là, c'est un espace qui m'a tué complètement. Mais au même moment, en disant cela, hein, je conclus par une dernière phrase. Au même moment où il dit que cette Tunisie, c'est la ville de Tunis qui est la ville de Tunis qui est Tunis méprisée, c'est une autre Tunis que je trouve dans son texte, en disant que, effectivement, dans ces textes-là, le soleil vient irradier l'espace textuel de Memmi.
réchauffer le cœur et l'esprit des personnages. En début de la misère et de la saleté qui règne dans la Hara, lumière et chaleur sont là pour sauver ce monde décrépit, pour y verser un peu de pittoresque, de poésie, pour dissiper cette obscurité. Alors je terminerai par dire que Mimi, en racontant Tunis la ville, en racontant la Hara de Tunis, c'est une manière de lui rendre hommage. Il écrit, je cite Albert Mimi, « Un écrivain ne peut continuer à écrire que s'il pille dans ce que j'ai appelé quelque part la terre intérieure. La Hara est ma terre intérieure. Je suis devenu une espèce, de chroniqueur de la Hara, le dépositaire de la mémoire collective de la Hara qui le rend au centuple. » Voilà, je termine ça. Donc, ce monde a disparu. Une mémoire a été conservée par ses auteurs, par ses artistes, des universités tunisiens, comme moi et comme d'autres, qui sont là, ont su aussi perpétuer cette mémoire. Et je vous remercie. Merci. Merci, Sir Abdelkrim. Notre intervenante suivante, c'est Mina Mrari. Elle va nous parler, si j'ai bien compris, d'Essaouira, Mogador. Et le cas d'Essaouira est vraiment significatif dans l'histoire du Maroc. C'était le premier, au XVIIIe, XIXe siècle, c'était le premier débouché maritime du pays, avant l'occupation française de Tombouctou, et avant, à la fin du XIXe, début XXe, l'émergence de Casablanca. Et dans la communauté juive d'Essaouira aussi est très intéressante dans sa composition et dans son habitat, la répartition spatiale de l'habitat. Il y avait le mellah pour les masses populaires et il y avait, en dehors lequel mellah n'a été construit qu'au début du XIXe siècle, et ce que les textes des voyageurs étrangers appelaient l'oligarchie juive ou bien les juifs de la première classe, c'est comme ça qu'on les nommait au XVIIIe siècle, dans un certain nombre de relations de voyage, eux habitaient à côté des musulmans, à côté des autorités dans la Qasba, et j'espère que Mina nous parlera aussi de l'actualité d'Essaouira, qui est devenu un foyer culturel, notamment musical, ardent au cours de ces dernières années. À toi la parole. Donc, c'est bon. Alors, le choix d'Essaouira, de Mogador et Essaouira, en fait, trouve sa légitimité dans cette table ronde du fait que cette ville, comme une autre au Maroc, Sfro par exemple, avait une présence juive massive qui dépassait parfois les 50%. Bon. Alors, si Mohamed vient de rappeler, c'était l'ouverture du Maroc moderne, puisque en 1760, le sultan alaouite Sidi Mohamed Abdallah, qui a régné de 1757 à 1790, a décidé de faire de ce site, du nom de Mogador, une cité-port, un port royal, qu'il a rebaptisé Souera. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a fait venir des familles juives, pas n'importe lesquelles. Il s'agit de familles de commerçants, de négociants habiles, qu'il a fait venir par son émissaire et conseiller, qui était juif aussi, Samuel Sumbal, dont les petits-enfants vont jouer un très grand rôle à Souera, les Corcos. Donc Samuel Sumbal fait venir donc, ces 10 familles et il s'installe en premier lieu dans l'Aqsba. C'est donc la Qasba de Mogador. Bon, je crois qu'il y a des problèmes techniques, je vais parler. Dans cette Qasba, vont donc s'installer... c'est bon. Donc on voit donc que en fait, Essaouira présente un plan assez atypique. Et quand on s'approche un peu et quand on veut un petit peu faire l'analyse de ce plan, le plan qu'elle présente, on se trouve devant des îlots. Ce sont des îlots urbains qui se sont constitués à travers le temps. Alors le premier, donc, s'il s'agit de cette Qasba,
une kasba qui porte le nom de kasba et qui a été donc l'emplacement idéal pour ces commerçants du roi à côté de consuls et de commerçants donc étrangers. Nous allons voir que ces grandes familles qui vont s'enrichir vite, qui vont avoir des privilèges, vont d'abord s'installer dans certaines maisons existantes, vont construire d'autres maisons, ils vont créer un style architectural qui répond non seulement à leur goût, mais répond aussi à leurs activités. Les maisons vont être très spacieuses, elles atteignent par étage entre 8 et 12 pièces. Ces maisons vont être aussi à la fois habitation et lieu de négoce et de transaction. Et nous avons des textes, des descriptions de voyageurs qui parlent en fait de comment ce patio était un lieu de transaction, un lieu de négoce. Et ce n'est plus ce patio de la maison marocaine qui était une source de lumière, une source de la vie intime. En fait, la vie intime dans ces maisons des Toujars va se passer plutôt à l'étage premier et c'est à l'étage donc du dessous que vont se faire ces actions. Très très vite, bien sûr, ces maisons et ces lieux aussi de négoce ne vont pas être suffisants. Donc il fallait des entrepôts, des fondouks, il fallait même peut-être, je ne sais pas si je peux à la fois, donc voilà une photo qui nous montre ce genre d'habitation, ce style architectural qui va naître dans la Kasbah de Mogador et dont les grandes familles, familles de Toujar vont faire des lieux de commerce. J'ai dit que c'est... Je ne sais pas si je peux arriver à la fois à lire mon texte. Non, c'est pas ça. Donc, je vais voir. Alors, donc, c'est ça. Alors, nous voyons que ces portes, c'est des maisons qui ont de grandes portes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles pouvaient permettre aux chameaux de rentrer à l'intérieur de ces patios de lieux de tri, lieux de transaction. Donc, c'est un style. D'ailleurs, après, on voit qu'on a rétréci les accès, les bois, parce que on n'a plus besoin de ces grandes ouvertures. Ces maisons, comme je vous dis, qui étaient à la fois entrepôts, qui étaient à la fois habitation, n'allaient plus suffire. Les Toujars vont utiliser aussi, comme extension de la maison, ces grandes rues couvertes, qu'on appelle les sabbats, qui servaient pour déposer les ballots de thé, de cotonnade, qui venaient un peu de partout. Donc, alors, je vais juste dire qu'à la Kasbah, comme disait Si Mohamed tout à l'heure, ces Toujars avaient pour voisins une population diverse. Et je citerai là ce qu'a écrit un des Korkos. Il dit, je cite, « Notre demeure était située dans une impasse à proximité de l'Aqsba. Notre voisin immédiat était le Qaïd Moutzirin, chef de bataillon des Tabors chérifiens. Ensuite, il y avait une famille française de marchands de vin, puis le riad des Shorfa, Oulad Sidi Abd Smih, à côté d'une jama', une mosquée, contiguë à la maison du rabbin Abi Srour. Alors, ces demeures n'étant plus assez spatiales, il fallait d'autres demeures. Ces Toujars pouvaient avoir jusqu'à 5 à 6 demeures à la fois, en plus des entrepôts. Très vite, le deuxième îlot qui allait se constituer, donc c'est donc dans, je ne sais pas s'il y a, alors c'est dans la Kasbah, non, je pense qu'il n'y a pas, non. Il n'y a pas de truc qui montre, non.
Bon, en tout cas. Alors, on voit la Kasbah donc, de ce côté-là, et très vite, l'extension va se faire du côté de ce qu'on appelle la Médina, parce qu'en fait, quand Sidi Mohamed a construit son port royal, une grande partie n'était pas urbanisée, une grande partie de la Médina était complètement vide. Donc, ils vont aussitôt s'installer vraiment à la limite de la Kasbah et constituer la plus grande artère qui allait servir après, qu'on appelle la Tarim, qui allait servir de souk, de thé et de sucre, grand commerce très florissant. Et cette artère-là, c'est la Tarim, va être ponctuée de grands fondouks. Alors, les fondouks, ce sont des caravansérails, et il y aura un type architectural qui va encore apparaître dans cette avenue des Tarim. Et heureusement, on a un exemple très parlant qui est devenu aujourd'hui à Riyad el-Medina, un hôtel. Et c'est là la photo de ce fondouk qui avait pour titre Fondouk Skar el-Kbir. En fait, c'est un hyper-magasin pour le sucre et pour le thé. Et le déteneur de ce fondouk n'était autre que le grand commerçant qui dit dans les textes, dans les documents donc marocains, l'Hazan Bihi, en fait le rabbin Abraham, c'est de la famille Afriat. La famille Afriat était les grands commerçants qui ont introduit le thé dans le marché marocain et qui avait une grande partie, il dominait le commerce transsaharien. Après donc cette extension, la deuxième extension va se faire dans un quartier qui va porter plus tard, mais pas au début, le Bellah al-Qadim. Et moi j'appelle ça un Bellah pas comme les autres. Pourquoi je dis un Bellah pas comme les autres? Parce qu'en fait c'était un quartier ouvert, un quartier les quartiers Aswera, ces quartiers donc, où vivaient les Juifs de Mogador, avaient quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient toujours un axe sur lequel s'ouvraient des ruelles, généralement droites, et ces axes-là étaient le cœur de l'activité. Donc le Mellah al-Qadim se présentait comme un grand axe où on trouvait à la fois des lignées de boutiques, des fondouks encore et des entrepôts au nom marocain de Hri. Hri, c'était de grandes arcades où l'on entreposait donc les ballots de marchandises. Et ce souk al-Mellah al-Qadim était contigu à un autre, ce quartier, parce qu'il s'appelle plutôt, c'est un quartier contigu à un quartier qui portait comme nom Bni Antar. Bni Antar, c'était ceux qui acheminaient les marchandises vers le port. Ce Mellah al-Qadim était aussi marqué par de grandes bâtisses. La plus importante avait pour nom Dar Dheb. Dar Dheb, c'est au fond de cette rue. Dar Dheb, c'est la rue de l'or. Et au fond de cette rue se trouvait la maison de la frappe de monnaie et la maison de change, qui a aujourd'hui disparu, bien sûr. Et ce qui marque cette rue, c'est, comme vous voyez, c'est les arcatures geminées là sur l'arcade. En fait, ces rues avaient des pièces suspendues, de grandes pièces suspendues qui portaient le nom de Msriya, qui étaient aussi des endroits de transaction, parce que c'était des pièces d'hommes par excellence, et c'était pour la transaction de ce commerce. Après ce Darb Dheb, il y aura la deuxième extension. 10 ans après la construction du port, il y avait une vague d'arrivants du Souss et surtout d'Agadir qui vont construire un quartier qui va porter le nom de Darb Agadir, où on va encore retrouver une autre typologie d'habitation.
d'habitations toujours de luxe et des complexes architecturaux composés non seulement de la grande maison, mais de petites maisons et d'annexes, un certain nombre d'annexes qui ponctuaient cette rue. Et cette rue, excusez-moi, je reprends, cette rue prenait départ de la porte de Marrakech, Bab Marrakech, qui était la porte du commerce transsaharien, et arrivait à Qous Ben Attar. Donc, Qous Ben Attar, c'est une rue couverte qui portait le nom de Ben Attar et qui arrivait dans la grande artère de Haddada, qui a été décrite par un voyageur comme le Broadway de Souaira. Ah, le Broadway de Souaira, c'est un peu exagéré, mais bon, mais c'était comme ça. Alors, les Derb Agadir étaient importants parce que cette vague des gens d'Agadir, parmi cette vague va se trouver les orfèvres, les spécialistes d'un type d'artisanat très connu et ils ont même fait la promotion de ce type, c'est le Deg Souairi. C'est une forme de bijouterie spéciale Essaouira formée par des filigranes et par cette fameuse rose de Mogador. Alors, ça c'est un type d'habitation donc de ce Derb Agadir. La troisième extension, en fait, c'est une surprise amère, écrivait un auteur, c'est la construction du Mellah. Le Mellah, mais qui n'est pas non plus fermé. Le Mellah de Souaira, c'est aussi un quartier ouvert sur l'ancien quartier qui portait le Mellah al-Qadim. Il va d'ailleurs porter ce nom de Mellah al-Qadim. Et ce quartier a été construit en 1807 par un sultan, c'est le fils du roi Sidi Mohamed Abdallah, qui a régné de 1792 à 1822. Ce sultan, réputé religieux, qui a fait la fermeture du commerce, eh bien, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'il avait encore, comme son père, des conseillers, des représentants donc, qui le représentaient en Angleterre, et il avait pour médecin particulier un érudit de la médecine des plantes, un certain Outmezguine, Eliyahu Outmezguine, dont je vous ai parlé hier. Alors, juste pour dire, il y avait bien sûr des lieux de commerce, mais il y avait aussi des lieux spirituels, et il y avait à Souaira près de 38 synagogues et des synagogues avec un style architectural assez particulier, et non seulement assez particulier, mais c'était des monuments qui étaient construits dans un paysage urbain où elles étaient prédominantes. Alors, ce qui caractérise donc cette présence de ces synagogues, c'est d'abord des rues couvertes, comme on voit sur les deux photos, très larges, où la synagogue constituait le seul et unique monument. Et on la trouve donc, la synagogue la plus importante en termes superficie, est celle de Simon Shem'oun Atiya, dont on voit la photo de ce côté-là, qui se trouve en pleine Qasba, pas loin de la mosquée de la Qasba, et une autre synagogue qui se trouve à l'entrée du Mellah, qu'on voit sur la photo d'à droite, c'est la synagogue de Slat al-Kahal, qui est en train maintenant d'être restaurée. Alors pour vous parler de ces lieux de prière très importants, non seulement ils sont importants par donc leur situation, ils sont importants, c'est une photo de l'intérieur de cette Slat al-Kahal dont je vous ai parlé et qui est en train d'être et qui a beaucoup contribué, comme tu disais, à la généralisation de cette musique très réputée à Souaira. Le mtrouz, c'est une musique qui est chantée et dont les chants étaient faits par 4 mains, on dit, composés par 4 mains, et les chants étaient composés de l'hébreu et de l'arabe, qui aujourd'hui
fait vraiment la notoriété de Souaira pendant les Andalousies atlantiques. Et d'ailleurs, le peintre Delacroix avait peint ces musiciens de Mogador parce qu'il était impressionné par leur savoir-faire. Alors, je reviens à Slat, la synagogue Simon Atiyah. Je vais terminer. On voit qu'elle a une porte monumentale, marocaine, au type marocain, pas du tout comme ce qu'on dit le type européen de Mogador. C'est une synagogue qui atteint les 450 mètres en superficie. Elle est composée de 3 étages et elle est en fait à la fois synagogue et tribunal rabbinique. Cette synagogue aujourd'hui est en train d'être restaurée par les soins du ministère de la Culture du Maroc. Et cette synagogue, bien sûr, ce geste du ministère de la Culture est en pleine conformité avec l'esprit de la nouvelle constitution de 2011 qui désormais intègre la dimension juive marocaine dans l'identité et du patrimoine marocain. Cette synagogue, une fois restaurée, va être un centre d'études et un musée sur le judaïsme marocain. Elle portera le nom d'un Souairi, Haïm Zafrani, ce Marocain, ce Mogadorien qui a œuvré à faire connaître les espaces de convergence de la société marocaine plurielle. Merci. On peut continuer? Non? Est-ce qu'on peut continuer? Oui, merci. Merci, Amina. Je ne voulais pas rappeler et souligner le fait qu'elle est elle-même de Saouira, donc c'est une Souairi, parce que quand on en parle, elle est émue, donc elle n'aurait pas pu continuer. Donc, merci beaucoup pour ton intervention vraiment passionnante. Un petit détail, enfin une série de petits détails à signaler au passage, c'est que le plan de la ville d'Essaouira a été tracé par un Français, Cornu. Donc dès le départ, donc on voit en partie, bien. Et pour ceux qui aiment la littérature, il y a toute une série d'ouvrages, notamment l'ouvrage un romancier israélien d'origine marocaine qui s'appelle Bouganim Ami, Récit du Mellah, et il parle donc de Saouira. Il y a bien sûr les livres de Edmond Amran al-Mallah, lui aussi parle de Saouira. Et en amont, tout à fait en amont, il y a une sorte de relation de voyage d'un juif de Padoue qui s'appelle Samuel Romanelli, qui au XVIIIe siècle a énormément parlé de Saouira, mais pas des juifs de Saouira, parce qu'il était venu chercher la fortune au Maroc, et ses coreligionnaires ne l'ont pas beaucoup aidé, donc il parle d'eux en des termes peu amènes. Je repasse la parole à Madame Valency, donc pour nous parler un peu de la période contemporaine, si vous voulez bien. Oui, j'aurais dû poser la question, puisque le thème général c'est la ville, étaient-ils des citadins? Et la réponse est oui à 99%. Les Juifs, au moment de la conquête, ne sont que 15 à 17 000, c'est très peu. Mais pensez qu'à l'époque, Alger a 50 000 habitants seulement. Constantine, moins, mais c'est de cet ordre-là. Ils n'ont jamais représenté plus de 2% de la population globale. À la fin du protectorat, ils sont encore au-dessous de 2%, les Juifs d'Algérie. Et ils sont citadins à 99%. Je veux dire que même dans l'extrême sud, dans le Mzab, c'est dans des villes qu'ils résident. Mais il faut signaler une exception, c'est ce qu'on appelle les Bahoutsim. En tout cas, ils sont attachés à des tribus nomades dans l'est de l'Algérie et aussi d'ailleurs dans l'ouest de la Tunisie. On a ce phénomène unique de Juifs qui sont bédouins, si je puis dire, qui sont bédouins et qui sont habillés comme des bédouins et parlent l'arabe bédouin et non pas l'arabe des villes et le dialecte juif qui permet de se distinguer dans les échanges pour savoir qui est qui et quels sont les droits. Voilà. Je n'ai pas évoqué la période coloniale faute de temps. C'est
une période où il y a une très grande mobilité géographique et d'une quinzaine ou d'une vingtaine de communautés au début de la colonisation, on passe à 250 centres, 250 communes dans lesquelles il y a des juifs. Donc une énorme dispersion. Mais ce sont quand même les grandes villes qui se sont le plus développées, où la population juive a été multipliée par 7, par 10, selon les cas. Mobilité géographique et aussi mobilité économique, sociale, professionnelle, avec une certaine mobilité ascendante. Les Juifs étant citadins sont entrés dans les écoles très rapidement, ont été scolarisés, ont été francisés, ont eu accès à de nouvelles professions, et ils n'ont pas seulement accueilli la modernité, je crois, et c'est le cas au Maroc aussi, ils sont devenus les agents de la modernité. Il y a certaines activités où vraiment ils ont joué un rôle moteur, et pas seulement de récepteur. Je pense par exemple au cinéma, au music-hall, au café-concert, pardon ? La presse, le monde musical, c'est-à-dire les premiers disques, les premières émissions radiophoniques, c'était entre les mains de juifs et en association avec des musulmans. Et même d'ailleurs quand ils s'installaient en France, à Marseille ou à Paris, c'était dans des orchestres souvent mixtes. Et ça, c'est un domaine dans lequel les Français de la colonie n'intervenaient pas. C'était vraiment quelque chose d'endogène. Ils ont été aussi des moteurs ou des agents de la modernisation dans l'immobilier. Des quartiers entiers au Maroc comme en Algérie ont été construits par des entrepreneurs juifs. Et alors cette ascension, les Algériens l'ont moins connue. Alors il ne faut pas penser que la société algérienne n'a été que détruite par la colonisation. Il y a toujours eu des familles qui ont été associées au pouvoir, des familles caïdales ou des familles maraboutiques, ou des gens qui sont entrés dans l'armée française et la fonction publique. Il y a quand même eu 83% d'analphabètes, ça fait quand même 17% de gens alphabétisés. Donc qui deviennent petits fonctionnaires, qui deviennent cadres, qui deviennent banquiers, qui deviennent pharmaciens comme le premier président du gouvernement algérien en exil, le GPRA, Ferhat Abbas. Voilà. Donc il y a eu aussi mobilité et spatiale et économique, descendante pour certains, ascendante pour d'autres, dans la population coloniale, mais en gros, une séparation, un écart grandissant entre les Juifs et les musulmans. Les Juifs n'ont jamais été intégrés dans la population européenne, qui était très farouchement antisémite. Pendant l'affaire Dreyfus, pendant l'entre-deux-guerres, pendant la guerre, alors que les lois de Vichy n'avaient pas à être appliquées en Algérie puisqu'il n'y avait pas d'Allemands, ils les ont non seulement appliquées, ils les ont renforcées. Les autorités françaises ont renforcé les lois anti-juives. Donc les Juifs étaient entre les deux, mais lorsque le mouvement d'indépendance s'est déclenché, ils sont restés dans l'attentisme parce qu'au début, personne ne croyait que les Algériens allaient gagner la guerre. Ensuite, parce qu'ils ont eu peur de la violence. Et enfin, parce que le FLN a commencé des actions contre les Juifs et qu'ils ont eu peur, tout simplement peur, de n'être plus sous la protection de la métropole. Et donc, certains sont allés jusqu'à rejoindre l'OAS, c'est-à-dire un mouvement terroriste anti-algérien, et tous sont partis avec le reste de la population européenne. Et c'est de manière posthume, et je termine là-dessus, c'est de manière posthume qu'on les a appelés pieds noirs, ou qu'on les a appelés européens, ou qu'ils ont été appelés stupidement rapatriés, alors qu'ils n'avaient jamais été dans la patrie. Merci. Et juste un petit point à propos de musique. L'un des plus fameux orchestres de musique andalouse actuellement dans le Maroc d'aujourd'hui, il est formé par un duo, Bojdoub, musulman, je crois qu'il est de Safi, si j'ai bien compris, et un rabbin établi à Los Angeles d'origine marocaine, Haïm Louk, et ils se produisent pratiquement dans le monde entier, avec toujours un succès fou. La parole est à Saad Krim qui veut ajouter quelque chose avant qu'on donne la parole à nos amis dans la salle. On donne la salle avant ? Non. Ok. Là, juste,
Bon, j'avais plein de photos, malheureusement, du point de vue technique, on n'a pas pu les voir. C'est bien pour toi. C'est fini maintenant? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je voulais simplement dire, lorsque j'ai parlé de la Hara, c'est particulier à Tunis. Hein. Ça veut dire que dans l'ensemble des villes, en Tunisie, il n'y a pas un quartier spécifique où habitent les Juifs. Hein? Sauf, voilà, oui, non, je sais. Ça veut dire s'il y a 2 ou 3 villes, comme ça, mais sur l'ensemble de la Tunisie, il y a un mélange entre les populations. Hein? Soit à Fijerba, ou un petit quartier au Kef, et c'est la ville de Tunis. La deuxième remarque, lorsque j'ai parlé, j'ai fait spécialement exprès pour choisir la Hara en tant qu'espace, parce que j'ai eu l'occasion d'étudier un peu la communauté juive de Tunisie, et j'ai eu tort de faire d'histoire des élites politiques, institutionnelles, etc. Et rarement où on a fait des études de la communauté juive d'en bas. Et la Hara habite les juifs les plus déshérités. Et nous ne sommes pas en présence d'une seule communauté juive, en présence de 2 communautés juives. Parce que si la Hara a été le lieu symbolique où il y a eu des juifs, y compris des juifs qui ont immigré de Livourne et qui sont venus après l'Inquisition d'Espagne, etc., au temps moderne, pendant le temps colonial, il y a eu effectivement une promotion sociale, comme vient de dire Lucette, et cette promotion sociale, cette ascension sociale a profité aux Juifs. Et ceux qui ont profité de cette ascension sociale ont eu une rupture, pas une continuité, une discontinuité dans l'espace, mais aussi avec la communauté juive la première. Et donc nous avons des Juifs qui sont de la finance, des médias, des professions libérales, qui n'habitent plus la Hara, mais qui habitaient beaucoup plus la ville européenne. Nous sommes Lafayette, au Belvédère, ça c'est des quartiers à Tunis, je conclus dans la banlieue nord, etc. Voilà. Merci beaucoup. Donc la parole est à vous. Si vous avez des questions, je vous saurai gré d'être concis, éventuellement des commentaires aussi, mais avec de la concision si vous voulez bien, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on aimerait que le maximum de gens puissent exprimer son avis et, le cas échéant, apporter une contribution particulière. Je remercie tous les intervenants. Je suis d'origine tunisienne. Je le mets. Allô? Oui, parfait. Je suis d'origine tunisienne, je suis enseignant en Floride. Je suis très content d'avoir entendu un exposé sur la Hara. J'ai traversé la Hara toute ma vie. C'était le plus court chemin pour aller au lycée Carnot. J'ai été très déçu quand j'étais encore à Tunis de voir la synagogue de la Hara disparaître. Mais j'ai constaté aussi que le début d'une identité juive au sein de la communauté tunisienne commençait à la Hara avec une équipe de football. Et le président Bourguiba, avant d'être président, quand il est revenu, il a fait une visite importante. J'étais enfant, jeune, quand il marchait dans la rue du Pacha pour aller à la Hara. Mais en même temps, en effet, c'était bien, M. Alleg, d'ajouter que le Belvédère, Mme Valency, je vous admire à travers vos écrits, Maître Albert Bessis et M. Barouche ont été 2 juifs tunisiens au cabinet du gouvernement tunisien. Mais hier, à la Maison de Tunisie, j'ai eu la chance d'assister à la première journée du colloque sur Bourguiba. Aux États-Unis, même des universitaires refusent qu'on parle d'arabes juifs ou de juifs arabes. Hier, un universitaire français, peut-être d'origine, juive ou non, maghrébine, a posé la question avec assez de sérieux sur la nomenclature. Doit-on dire arabe juif, juif arabe, juif tunisien? Qu'en pensez-vous? Comme ça, quand je rentrerai aux États-Unis, je serai un peu plus éclairé. Je vous remercie. Merci beaucoup. À propos de juifs, arabes, juifs, etc., avec mon ami Jamal Beida, on a assisté à un colloque international à l'université de Berkeley. Il a été question de beaucoup plus que cela. Il a été question de civilisation judéo-musulmane.
ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? S'il vous plaît, de ce côté-ci, si vous voulez bien. Simplement pour vous demander s'il y a encore des synagogues qui ne sont pas des musées, mais qui sont ouvertes au culte dans les 3 pays que vous avez cités. Je vais commencer par répondre à la question juif arabe, etc. Les juifs d'Afrique du Nord eux-mêmes utilisent toutes ces appellations. Nous avons, avec mon mari, publié un livre sur les juifs de Djerba, et en anglais, ça s'appelait The Last Arab Jews. Évidemment, ça avait un côté provocateur, c'était de dire, voilà, des juifs qui ressemblent plus à leurs voisins arabophones ou berbérophones à Djerba qu'à un juif ashkénaze portant les pailles. Bon, c'est évident, ça vous fait rire, mais c'est très évident. Quand on est là-bas, on voit qu'ils sont les frères jumeaux des musulmans d'à côté, même s'ils ont un accent différent, un calendrier différent et des activités spéciales. Bon, et puis on dit aussi juifs tunisiens, juifs d'Algérie, etc. Donc il y a toutes les appellations sont assumées par les juifs eux-mêmes. Et il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Alors, la deuxième question, c'était sur... Les synagogues sont toujours Oui, opérationnelles. il y a presque plus de juifs. Hein. Il y a presque plus de juifs en Algérie, il n'y en a pas, on peut dire, et en Tunisie, très peu. Mais par exemple, à Djerba, il y a quand même une synagogue qui sert de lieu de pèlerinage annuel, et celle-là est en activité. Quand nous avons fait l'étude des juifs de Djerba, il y avait 18 synagogues à Djerba, et elles sont maintenant, ils en gardent une active, mais elles sont pratiquement fermées. Elles ne sont pas détruites, mais elles sont fermées. Et certaines sont tombées en ruine, donc on n'a même pas pris le temps de les restaurer. Et à Tunis, par crainte, je crois, les juifs de Djerba qui ont émigré à Tunis ne fréquentent pas la grande synagogue qui existe, qui est gardée par la police, etc. C'est un des monuments d'art déco, un monument, je crois, central dans la capitale. Ils ont choisi la solution privée, c'est-à-dire qu'ils habitent un immeuble du quartier Lafayette qui a toujours été un quartier à majorité juive jusqu'à la fin de la colonisation. C'est là que je suis née, comme par hasard. Là, ils ont pris un immeuble. Il n'y a que des familles juives de Djerba dans cet immeuble. Et le rez-de-chaussée a été transformé en synagogue. Le samedi, ils n'ont qu'à descendre pour faire leur rituel ensemble, sans être menacés. Bon, ils sont quand même protégés, là aussi, par la police, parce que tout le monde sait que c'est une maison de juifs. Et il y a d'autres lieux comme ça. La synagogue de la Goulette est fermée toute l'année, mais pour les grands rituels, elle est ouverte, protégée par la police. Et voilà, des choses de ce type. Alors, dans le cas du Maroc, il y a un certain nombre de synagogues à Casablanca qui sont toujours actives, à Marrakech et à Tanger. Je ne sais pas ce qui est. Plus, il y a également des moussem, si on peut appeler ça, périodiques, les Hilulot, qui rassemblent un monde fou, aussi bien des juifs marocains que des juifs venus d'Israël, de Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Sud, etc. Qu'est-ce qu'il en est à Essaouira? Justement, parce que... Voilà, c'est bon. Non, justement, à Essaouira, vous savez que d'abord, il y a une synagogue au nom de Haïm Pinto. Haïm Pinto, le Rabbi Haïm Pinto aussi, c'est un endroit, enfin, il est enterré au cimetière, à l'ancien cimetière de Mogador, et chaque année, il y a des pèlerinages massifs pour venir, justement, dans le cadre de la Hiloula. Donc il y a cette synagogue qui sert justement jusqu'à aujourd'hui de prière. Il y a une autre synagogue qui est en train, la synagogue communautaire de Slat el-Kahal dont j'ai parlé, qui a été construite en 1835, qui aujourd'hui est en train d'être restaurée par des associations de juifs de Mogador et qui va aussi être ouverte pour au culte. Et cette synagogue dont j'ai parlé de Simon Atiyas, quand j'ai dit elle va être restaurée, franchement, comme elle a été à l'origine, en fait, parce que c'est un complexe architectural composé de la synagogue, et cette synagogue, elle est composée de deux niveaux, parce que les femmes priaient donc
premier étage et ils ont une loggia en fait au premier étage. Et la partie tribunal va servir de ce centre d'études sur le judaïsme marocain, mais il y aura aussi cette synagogue, lieu de culte, qui va être ouvert pour les gens qui viennent. Parce que vous savez, il y a une présence chaque année massive des anciens de Mogador qui viennent visiter les tombes. C'est juste une précision, mais la synagogue de la Goulette est ouverte régulièrement parce qu'il y a une fréquentation. J'ai passé plusieurs séjours ces dernières années, dont le dernier en juin. J'ai des amis qui louent une maison toute l'année et ils me disent que c'est une synagogue qui, tous les Shabbats, fonctionne. Voilà. Oui, bonjour à tous les intervenants. Ma question porte sur ce que j'ai entendu, à savoir qu'il n'y a pas de personnes d'origine juive qui retourneraient dans les pays du Maghreb et notamment en Algérie. Est-ce que c'est par pure volonté ou est-ce que c'est une interdiction des gouvernants? Il n'est pas interdit de voyager, mais si vous vous rappelez l'incident qui a accompagné l'idée de retour d'Enrico Macias en Algérie, finalement, il n'y est pas allé. Alors les gens y vont quand ils sont déjà morts. Comme l'acteur Roger Hanin récemment, il est enterré en Algérie. Voilà. Mais Fanny Colonna, qui n'était pas juive, s'est fait enterrer en Algérie parce qu'elle était attachée à ce pays, mais que sa sécurité n'était plus garantie quand les événements que vous connaissez se sont déclenchés dans les années 90. Voilà. Non, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de mouvement de retour. Bien sûr que c'est volontaire, mais je veux dire, quel est le contexte? Avec le système, les institutions, la société, quel est le fou qui irait s'aventurer en Algérie? Ma remarque, c'est ce qu'a dit Lucette, que ces juifs étaient des agents de la modernité. Moi, je voudrais dire la même chose, mais remontant au XVIIe siècle, quand les citadins tunisois ont accueilli les juifs de Livourne massivement. Mais en fait, pas seulement les juifs de Livourne, ils ont accueilli aussi les Andalous massivement. Ils ont attiré aussi ce qu'on appelle, entre parenthèses, les renégats. Ils ont attiré aussi les Turcs. En fait, la société citadine tunisoise se présentait comme une société qui appelle tous ceux qui permettaient à cette société d'acquérir les éléments de la modernité. C'était un peu, on peut contester, parler de modernité à cette époque-là, mais ces sociétés citadines en Tunisie cherchaient ceux qui leur apportaient ces éléments-là. Et on comprend parfaitement bien comment ces juifs de Livourne, d'ailleurs comme les autres juifs, sont bien accueillis. Moi, j'ai beaucoup apprécié que vous n'avez pas accentué une certaine c'est-à-dire une réaction contre les juifs. Bon, peut-être il y a des tensions, comme a dit Abdelkrim de temps en temps, mais les tensions ne concernent pas seulement les juifs. Parfois, ça concerne aussi des musulmans, ça concerne les autres minorités. Je dirais, moi, pas plus les juifs que les autres. Mais généralement, ils sont bien accueillis. Moi, je voudrais ajouter, et ça, vous le savez, je vous l'ai dit une fois, que les juifs, que la diya d'un juif, le diya, c'est le prix du sang quand on assassine un juif. La diya d'un juif est le double de la diya d'un musulman. Ben oui. Non, c'est pas exceptionnellement. Moi, j'ai consulté les archives, on le trouve systématiquement. Hamid, abrégé, s'il vous plaît. Abrégé pour qu'on puisse... juste un point à propos de ce qu'il a dit. C'est ni en remontant au XVIIe siècle, moi je remonterai au XVIe siècle, première tentative d'installation de l'imprimerie au Maroc par des Juifs réfugiés au Maroc à partir du Portugal. Non, juste, je voudrais répondre à... OK.
répondre à ce monsieur-là, sur le nom tunisien, juif ou juif tunisien, arabe, etc. En Tunisie, d'une manière générale, ce qu'il y a de nouveau après 2011, la révolution, c'est appelé des Tunisiens avant tout et de confession juive. Et ce qui est nouveau, qui n'existait pas auparavant, que maintenant, c'est la 3e année consécutive où à Tunis, en plein centre de Tunis, on fait des réunions pour la rafle du 9 décembre 1942. 1942, durant la période d'occupation allemande, il y a eu une grande rafle, il y a eu des perquisitions, il y a eu effectivement des dépassements graves de la présence allemande contre les Juifs et l'application du statut, etc. Et à Tunis, d'une année publique, où il y a une association très active, l'association de défense des minorités, qui fait, avec la collaboration des universitaires, qui fait des réunions publiques pour dire que c'est un crime contre l'humanité qui a été appliqué en Europe. À moindre degré peut-être à Tunis, mais au niveau symbolique, c'est la même chose. Deuxième élément, c'est que vous savez très bien que lorsqu'il y a eu la tuerie, l'acte terroriste de la supérette Cacher à Paris, il y avait un Tunisien d'origine juive. Eh bien, il y avait une grande manifestation à laquelle j'ai participé de cette association universitaire, mais plus que cela, y compris l'autorité politique. Une grande réunion s'est tenue à la grande synagogue de Tunis de l'avenue de Paris, où assistait le vice-président de l'Assemblée nationale tunisienne, l'Assemblée du peuple. Ce vice-président, qui s'appelle Abdelfatah Mouro, il est d'obédience de la tendance islamiste de Tunis. Voilà. Si jamais. Un petit mot juste pour rappeler, puisqu'on a parlé des retours et de non-retours, qu'actuellement, la communauté juive marocaine qui habite au Maroc, c'est entre 3 000 et 4 000 personnes. 3 000 vraiment sédentaires, 3 000 vraiment sédentaires et 1 millier entre Paris, entre un pied en France, un pied au Maroc. Et puis, il faudrait, peut-être que Mina tout à l'heure l'a assez très vite, rappeler cette stipulation de la Constitution de juillet 2011, qui, pour la première fois dans l'histoire du Maroc, fait sienne l'identité juive marocaine. En d'autres termes, elle intègre complètement l'identité marocaine et tous les Marocains sont appelés aujourd'hui, politiquement parlant, à s'approprier ce patrimoine. Et peut-être que les universitaires ont été précurseurs à s'approprier ce patrimoine marocain parce que ça a d'abord commencé, et parmi les pionniers, c'est Mohamed Kenbibi ici présent, ça a d'abord commencé à l'université avant de passer à la scène politique. Merci. Oui, moi je voudrais, ça marche, oui, savoir ce qu'on entend par l'expression juif berbère. Parce que vous avez dit que 97% des juifs étaient citadins, mais je voudrais savoir si au Maroc c'était le même cas et qu'est-ce que ça représente culturellement, l'expression juif berbère. J'aurais souhaité qu'on donne la parole à la salle, mais très rapidement. Alors les juifs berbères ou berbérisés, ça remonte à l'Antiquité, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et depuis lors, il y a eu, jusqu'à l'avènement de l'islam et bien au-delà, un phénomène qu'on a appelé berbérisation des Juifs et judaïsation des Berbères. Donc il y a un fond commun, et ces Berbères-là, ces Juifs-là, pardon, cette catégorie-là, on les appelle Juifs Toshabim, c'est-à-dire eux-mêmes s'appellent Beldin, c'est-à-dire les gens du pays. Et ils se considèrent comme autochtones au même titre que les Imazirn, les Berbères. Et la deuxième vague, c'est après 1492, donc l'expulsion d'Espagne. Si vous voulez bien donner le micro à... Oui, bonjour, vous m'entendez ? Je suis marocaine, je me sens enchantée par la musique judéo-maghrébine en général et j'ai retenu de l'exposé de Madame Amina qu'il y a bien une coexistence entre les juifs et les musulmans au Maroc.
Alors, je voudrais seulement m'éclairer sur l'histoire de la déportation forcée des Juifs. La déportation forcée des Juifs vers les terres palestiniennes. Je suis maintenant en train de lire un livre de Jacob Cohen où l'auteur met en opposition deux discours opposés. Et je suis un peu perdue entre les deux histoires. Et je voudrais savoir quels sont les faits historiques réels derrière. Le terme de déportation est absolument affreux dans le cas d'espèce. Il s'agit d'émigration, d'exode, de tout ce que vous voulez, sauf déportation. Parce que ça fait référence à ce qui s'est passé en Europe. Ça n'a absolument rien à voir. Ça serait trop long de parler de ça. Disons qu'à partir de 1948, il y a eu un phénomène de départ massif dans des conditions particulières. On n'a malheureusement pas le temps d'en parler ici. Est-ce qu'il y a une autre question? Derrière, s'il vous plaît. Ce matin, en fait, il a été question en fait, de l'autonomie de la production du lieu où se produit le savoir par rapport justement aux institutions politiques. Ma question est brève. Dans quelle mesure on peut dire qu'en fait la production de l'histoire, l'écriture de l'histoire en général et en particulier sur la question de la présence juive dans le Maghreb est indépendante par rapport justement au pouvoir politique et les options politiques du pouvoir. Voilà. J'avoue personnellement que quand on parle de production universitaire et qu'on l'assimile à de l'histoire officielle, j'ai envie de sauter au plafond. Il y a une marge de liberté, il y a des historiens qui utilisent cette marge de liberté, d'autres qui sont frileux, qui ne l'utilisent pas. On ne peut pas tout imputer au système, à l'absence de liberté, etc., etc. Personnellement, ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet. Jamais on m'a dit voilà ce qu'il faut écrire ou ne pas écrire. Il y a une marge, c'est la responsabilité du chercheur. Est-ce qu'il va l'exploiter ou pas l'exploiter? Alors, l'appréciation de l'interprétation que donne l'historien, ça c'est aux lecteurs et aux autres chercheurs de dire est-ce que c'est une démarche scientifique ou c'est de l'apologie, ou bien de la critique, l'autre extrême, une critique gratuite du système. Non, juste, je vais appuyer mon ami Mohamed et je parle sur l'autorité d'Abdelhamid. Moi, je suis universitaire avec mon ami, y compris durant la période de Ben Ali, qui, sur le plan politique, est catastrophique, dictatorial, répressif, de tous les points de vue, on peut les qualifier. Par contre, au sein de l'université, on est totalement libre. On est qu'est-ce qu'on veut, de la manière ce qu'on veut, juif ou non juif. Et Abdelhamid peut en témoigner, etc. Donc, pour ne pas mélanger, ni durant la période de Bourguiba, y compris durant la période sombre, celle de Ben Ali, où l'université et les universitaires écrivent d'une manière libre et ce qu'ils veulent, et total, ils ont des approches différentes, ils se disputent, etc. Ils négocient, etc. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on doit libérer la salle. Merci à vous tous et merci aux intervenants.